Bonjour à tous. Donc, je suis Xavier Chojniki, je suis professeur d'économie à l'Université de Lille. J'aimerais pour commencer d'abord remercier évidemment les organisateurs de m'avoir fait le plaisir de m'inviter. Je pense qu'on ne peut que se ravir de cette journée. On n'est qu'à mi-journée, mais je pense que c'est un énorme succès. On peut s'en ravir d'autant plus que c'est important, je pense, d'avoir cette approche un petit peu pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Donc moi, j'arrive un peu avec ma casquette d'économiste, puisque depuis ce matin, il n'y a pas encore eu d'intervention d'économiste. Alors c'est intéressant d'avoir cette approche un peu pluridisciplinaire parce que ça nous amène tous, je pense, à sortir de notre zone de confort. Donc moi, je vais vous amener un petit peu sur le territoire des économistes. Sur le territoire de mes collègues, il y avait des cartes, il y avait des photos de migrants, il y avait des parcours de migrants. Sur mon territoire à moi, il va y avoir des chiffres, des tableaux, des graphiques. Je vais vous épargner les équations, évidemment. Je pense que c'est préférable. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur la question de combien coûte un migrant. Alors, je l'ai écrit de manière un peu plus polissée. Impact sur les finances publiques de 30 ans d'immigration en France. Alors, dans les faits, le titre de ma présentation n'est rien d'autre qu'une adaptation du titre de l'un de mes derniers papiers de recherche, écrit donc avec Lionel Rago et Penda Sokna, donc, qui était ma doctorante pendant 3 ans. Ce papier, évidemment, il n'est pas encore publié, mais vous pouvez déjà, et j'espère qu'à la fin de la présentation, ça vous donnera envie de le lire, vous pouvez déjà le trouver en ligne, donc sur le site soit de mon laboratoire de recherche qui est le LEM, soit sur le site du CEPI ou le site de l'Université de Paris-Nanterre. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cet article et dans ce papier de recherche? Je pense que le titre est suffisamment explicite. On cherche à évaluer quel est l'impact, quel est le coût, quel est le gain de l'immigration pour les finances publiques. Et on le fait ici dans un cadre qui est un cadre purement statique. Alors comme tout comptable, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à comparer ce que potentiellement peut rapporter l'immigration avec ce qu'elle peut coûter aux finances publiques. Donc par rapport à la thématique qui est la thématique de notre journée de recherche, on voit bien qu'on est au-delà de la simple étude et de la simple analyse de la question de santé. On est vraiment, on fait un focus arrière, c'est véritablement l'ensemble des dépenses publiques qui vont être intégrées dans cette analyse. Alors on va au-delà de mettre simplement un chiffre sur ce que pourrait coûter et rapporter l'immigration, on cherche également à comprendre ce chiffre. Comprendre ce chiffre, ça revient finalement à décomposer cet impact entre les différents facteurs explicatifs que sont d'une part la démographie, évidemment le nombre de migrants, la structure par âge notamment des migrants, le niveau d'éducation, de qualification des migrants est également un élément à prendre en compte, le contexte économique, c'est-à-dire le moment où on va chercher à faire cette évaluation, et les éventuels changements que peuvent faire les migrants au cours de leur cycle de vie. Voilà un peu les différents facteurs qu'on va essayer de mettre en rapport pour comprendre les chiffres que l'on obtient dans ce type d'études. J'ai mis en rouge, ça c'est ce que je ne vais pas faire, mais c'est simplement pour vous aider à comprendre ce qu'on pourrait faire en plus et ce que je cherche à faire avec mes co-auteurs. Donc ici, ce qu'on fait, c'est une approche statique, c'est-à-dire une espèce de photographie instantanée de ce que coûte ou rapporte l'immigration aux finances publiques. Très vite, vous êtes conscient qu'il y a énormément de limites, évidemment, dans l'interprétation des chiffres qu'on va obtenir, et qu'évidemment, l'économiste vous dira il serait préférable plutôt de faire une approche dynamique et de comparer, de voir si les résultats que l'on obtient avec une approche statique, la photographie, sont ou non cohérents avec les résultats que nous obtiendrons avec une approche dynamique, c'est-à-dire en gros un film. Regardez un peu sur le cycle de vie du migrant, sur une temporalité très longue, quels sont les résultats qu'on pourrait potentiellement obtenir. Donc ici, un cadre comptable, l'originalité de l'article. De mon point de vue, cette originalité est double. Un, c'est parce que d'abord, on va chercher à utiliser des données microéconomiques, c'est-à-dire à un niveau très très fin, au niveau individuel, pour en inférer des résultats au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau du pays pris dans son ensemble. La deuxième originalité, et j'en suis d'autant plus convaincu que je travaille actuellement sur un survol de littérature qui m'a été commandé par l'OCDE, c'est le fait qu'on va essayer de faire des photographies à différents instants du temps, et on va le faire sur une temporalité globalement assez longue, je pense. C'est-à-dire que notre première année, c'est 1979, notre dernière année, c'est 2011, et grosso modo, ces années correspondent aux dates pour lesquelles on a des enquêtes, c'est-à-dire des chiffres qui nous permettent de pouvoir quantifier
les résultats que nous cherchons à obtenir. Alors, très rapidement, une très brève revue de littérature, simplement pour vous montrer que je ne suis pas le seul à m'intéresser à cette question. Il y a de très nombreux économistes qui s'y intéressent. Et deuxièmement, pour vous montrer qu'il y a différentes approches pour essayer de quantifier ce que peut rapporter ou coûter en valeur nette un immigré aux finances publiques, qui vont des approches comptables statiques, c'est là où se situe ce que je vais vous présenter, des approches plutôt dynamiques, c'est-à-dire des approches sur le cycle de vie du migrant. Donc là, l'interrogation qu'on a, c'est à un instant donné, c'est-à-dire en gros l'âge auquel le migrant rentre dans le pays, on va chercher à reconstruire tout ce que le migrant va payer ou recevoir de l'État jusqu'à la fin de sa vie, avec évidemment tout un tas d'hypothèses. Les hypothèses, c'est comment on actualise un euro entre sa valeur d'aujourd'hui et la valeur que ça pourrait avoir dans 40 ou 50 ans. Okay. Comptabilité générationnelle, c'est le même principe. C'est une approche dynamique, mais une approche globale, pas au niveau individuel, au niveau de la nation. Et enfin, dans le jargon des économistes, MEGC, ça veut dire modèle d'équilibre général calculable. Ce sont en fait des approches microfondées. Là, on s'extrait carrément du cadre comptable. Hein. Okay. Donc, pour une fois, vous le savez peut-être, mais les économistes sont rarement d'accord lorsqu'ils étudient une question. J'ai même envie de dire, ils ne sont jamais d'accord. Pour une fois, on a une relative convergence dans les résultats obtenus, c'est-à-dire lorsqu'on compare les différents pays, lorsqu'on compare les différentes époques, et j'ai pris pour référence deux papiers assez bien connus dans le domaine, que sont ceux de Rawthorne et le survol de l'OCDE fait en 2013. En gros, lorsque les économistes cherchent à évaluer ce que coûte ou rapporte aux finances publiques l'immigration, la réponse qui est apportée par les économistes, c'est parfois c'est positif, parfois c'est négatif, mais en tout cas c'est très faible. C'est dans une fourchette qui est comprise entre 0, plus ou moins 0,5% de PIB, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Okay. Donc maintenant, ce que moi j'aimerais faire, c'est vous montrer comment on peut chercher à évaluer ça. Okay. Donc comment on peut évaluer ça ? Évidemment, un économiste, pour pouvoir travailler sérieusement, il a besoin de données et de données fiables. Donc en gros, ici, moi je vais utiliser 3 types de données, que sont d'une part les données dites démographiques. Les données démographiques, il n'y a rien de mieux pour ce faire que d'utiliser les recensements de la population. Donc j'ai mis les dates des recensements qui ont été mobilisés, et de combiner ici avec des données annuelles d'état civil, simplement pour avoir une base d'un point de vue démographique qui nous permet très clairement d'identifier notre population des migrants. Alors juste un ou deux tableaux, un ou deux chiffres pour vous faire comprendre les résultats qu'on va obtenir ensuite au niveau global. Alors ces chiffres, c'est quoi ? C'est simplement pour les différentes années d'études, la progression du nombre de migrants en proportion de la population française. Donc on sait que ça croît un petit peu sur la période la plus récente. On sait également que cette croissance sur la période la plus récente, elle est due notamment à de l'immigration extra-communautaire. Et ensuite, quelques caractéristiques sur la structure par âge des migrants. Vous savez, tout comme moi, que les migrants, la proportion chez les migrants, en tout cas de première génération de jeunes, elle est très faible. C'est la comparaison qu'on a ici des lignes population totale versus population immigrée. Et on sait aussi que le ratio de dépendance, c'est-à-dire la proportion, la manière dont va évoluer la proportion des personnes âgées relativement aux personnes actives, cette proportion n'est pas la même et son évolution n'est pas la même lorsqu'on compare la population des migrants versus soit la population totale, soit la population des natifs. Donc ici, vous voyez que le ratio de dépendance, le poids des personnes âgées dans la population, il a tendance à croître sur ma période d'études, alors qu'il est globalement stable dans la population, chez la population des immigrés. Okay, donc tout de suite, vous commencez à comprendre qu'une bonne partie des résultats va quand même être tenue par ces caractéristiques démographiques. Deuxième élément que nous permettent d'appréhender les recensements de la population, c'est la structure par qualification. Alors, structure par qualification ici, en exploitant les recensements, j'ai simplement classé ma population en 3 groupes, que sont les faiblement qualifiés, c'est-à-dire toutes les personnes qui disposent d'un niveau de qualification inférieur au baccalauréat, moyennement qualifiés, baccalauréat jusqu'au bac plus 3, hautement qualifiés, au-delà de bac plus 3. Okay. Donc, première chose qu'on peut tirer du graphique, c'est que d'un point de vue temporel, sans regarder l'origine des individus, évidemment, on a une élévation du niveau de qualification des individus au cours du temps. On voit bien, la part des faiblement qualifiés, elle décroît dans mes 2 sous-groupes, natifs, immigrés, lorsque la part des moyennement hautement qualifiés, elle croît au cours du temps. Et ensuite, évidemment, là où ça va avoir une pertinence pour les résultats, c'est de regarder est-ce qu'il y a des différences sensibles en termes de niveau de qualification sur mes 2 sous-origines, population immigrée versus population des natifs.
Ce que me permet simplement d'appréhender le graphique, c'est que chez les immigrés, et ça vous le savez également, la part des plus faiblement qualifiés, il tend à avoir une surreprésentation des faiblement qualifiés parmi les immigrés comparativement aux natifs. Donc à nouveau, ça va être un élément à prendre en compte dans l'évaluation en termes de coûts pour les finances publiques. Deuxième source de données utilisée, ce sont des agrégats macroéconomiques, puisque mon approche, elle est bien macroéconomique. Donc ces agrégats macroéconomiques, c'est parfaitement standard, hein, ce sont les rapports qui sont publiés régulièrement, notamment par l'INSEE, rapports sur les comptes de la nation, rapports sur les comptes de la sécurité sociale. Ça me permet simplement, finalement, d'avoir une vision précise de ce qu'est le budget de l'État et de la décomposition de ce budget de l'État entre les différentes formes de taxes, que j'appelle les recettes, les différentes formes de dépenses. Et la différence entre les deux, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que mon solde budgétaire. D'accord? Et tout l'intérêt de l'approche, ensuite, c'est en partant du niveau macroéconomique, de désagréger avec les données microéconomiques sur ce que, pour chacune des formes de taxes ou de dépenses, on va pouvoir impacter du côté de ma population des immigrés ou du côté de ma population des autochtones. Alors ce tableau, je m'en sers également simplement pour vous signaler que les données microéconomiques, cette fois-ci, me permettent de désagréger une grosse partie du budget de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est là, tout en haut de mon tableau, à part autres recettes. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez bien, hein, là j'ai 10 points de PIB, de 50% de points de PIB de PIB. Grosso modo, j'arrive à désagréger 80% des recettes de l'État en arrivant à identifier qui paye ces taxes ou ces impôts. Okay? Donc ça veut dire, à contrario, qu'il y a à peu près 20% des recettes de l'État que je ne sais pas précisément désagréger. Évidemment, il faut faire des hypothèses là-dessus. L'hypothèse que nous réalisons dans le papier et qu'évidemment nous testons comme étant une forme de robustesse de notre analyse est de se poser la question de savoir comment on ventile ces autres recettes pour lesquelles je n'ai pas véritablement de données fines microéconomiques. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on les répartit simplement au prorata, hein, en pourcentage de la population. Même chose s'agissant des différentes formes de dépenses. Pareil, avec un volume de dépenses que j'appelle autres dépenses ici, que je ne sais pas ventiler, faute de données microéconomiques. Voilà. Donc en gros, en partant des données macroéconomiques, qu'est-ce que je cherche à expliquer? Je cherche à expliquer quelle proportion du solde primaire, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses, on peut attribuer finalement à la population des immigrés. D'accord? Alors simplement, hein, un point qu'il est important d'expliquer, solde primaire, ça veut dire quoi? Ce n'est rien d'autre que le solde budgétaire hors charge d'intérêt sur la dette. D'accord? Enfin, les troisième forme de données qu'on utilise pour réaliser donc cette analyse comptable, ce sont mes fameuses enquêtes microéconomiques. Enquêtes microéconomiques, pour l'essentiel, le plus gros de notre étude repose sur les enquêtes budget des familles qui me donnent les dates auxquelles je vais faire mes fameuses photographies de l'impact budgétaire de l'immigration. Okay? Alors simplement, hein, pareil, je pense qu'on pourra même vous rendre accessibles hein, les diapositives pour ceux qui sont intéressés. Mais vous voyez que ce sont quand même des enquêtes qui sont assez représentatives. Hein. Vous prenez l'enquête budget des familles de 2011, vous avez pas loin de 20 000 individus dans l'enquête et les migrants représentent un peu plus de 10% des individus représentés dans l'enquête. Okay? Alors c'est fin. Il y a pas mal d'individus, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas aller non plus très très fin, par exemple en travaillant sur des niveaux très fins d'origine, ce qui vous explique simplement pourquoi la décomposition, elle se fait entre d'une part les autochtones et d'autre part la population des migrants, qu'on arrive finalement simplement à décomposer sur deux sous-origines que sont les migrants européens, les migrants extra-européens, uniquement pour les 3 dernières années. On ne peut pas aller plus loin, hein, sinon ça n'a plus aucun sens. Vous voyez bien que les cellules ne sont plus suffisamment remplies. Statistiquement, ça ne sert à rien de chercher autant de finesse. Voilà, donc ça, vous avez compris les données que j'utilise. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? On va construire ce qu'on appelle des profils par âge des contributions des migrants. Okay, donc ça, ce sont quoi? Ce sont simplement, hein, les graphiques sont une illustration de ce qu'on va pouvoir tirer de nos données. C'est l'agrégation de l'ensemble des taxes payées par les migrants et les natifs, donc à 2 années, ici un 79-2011, vous avez bien compris qu'entre ces 2 points, vous en avez 5 autres que je ne peux pas vous présenter. On a un profil qui est très standard, hein, c'est-à-dire que l'essentiel des taxes sont payées durant la durée d'activité.
Après, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on fait la même chose, on calcule le montant total des transferts payés par les migrants et les natifs. Alors évidemment, là où c'est intéressant, c'est de comparer est-ce que oui ou non les profils sont similaires ou différents. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que du côté des taxes, pour mes 2 années ici présentées, vous voyez bien qu'il y a un écart du côté des contributions des migrants qui est en défaveur des migrants. C'est-à-dire qu'en moyenne, un migrant, par exemple, âgé de 50 ans ici, aura un volume total de taxes pour l'année 2011 payé à l'État qui sera de l'ordre de 20% inférieur à ce que paierait en moyenne un natif âgé du même âge. Okay. Par contre, vous voyez que les différences en termes de transfert sont beaucoup moins fortes, à l'exception de la période après 60 ans, c'est-à-dire de la période de retraite. Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait au final? Vous l'avez compris, on fait la différence entre les deux. Là, on est bien au niveau individuel. Hein. Donc la différence entre les deux, c'est les 2 courbes en noir, grasse ou en pointillé, qui vous donnent la contribution nette aux finances publiques en moyenne payée par un individu pour chacune de mes 2 années de référence. À nouveau, le profil il est très standard. On parlait tout à l'heure de la manière dont fonctionnait la protection sociale en France. C'est de la redistribution entre générations pour l'essentiel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on regarde comme ça, à un instant donné, qui paye et qui reçoit de manière nette à l'État, on voit bien que les plus jeunes, les moins de 20 ans et les plus âgés, les plus de 60 ans, sont des bénéficiaires nets de l'action publique lorsque, entre les 2 âges intermédiaires, les actifs sont plutôt des contributeurs nets aux finances publiques. Lorsqu'on regarde maintenant la différence entre migrants et autochtones, on voit bien qu'au niveau microéconomique, ici, pour un individu donné en moyenne, on voit bien que chez les actifs, la contribution nette, elle est très clairement inférieure chez les migrants par rapport aux autochtones. Okay. Donc ça, normalement, ça ne doit pas surprendre. J'ai envie de dire, c'est un résultat qui est assez conforme au bon sens, pardon. On le comprend bien parce que les migrants sont moins qualifiés, d'une part, que les migrants peuvent rencontrer des difficultés d'insertion sur le marché du travail, d'autre part, parce que les migrants ont une plus forte probabilité de chômage, etc. etc. Okay, donc il y a plein de raisons, évidemment, qui ont été étudiées par les économistes, les sociologues, qui peuvent expliquer ce fait. Maintenant, comment passe-t-on du micro au macroéconomique? Ça, c'est ce que je suis capable de raconter pour un individu en moyenne, ce que mes enquêtes me racontent pour un individu en moyenne. Maintenant, si j'agrège, est-ce que j'obtiens bien le même résultat? Pour agréger, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin simplement, évidemment, de mes fameuses données de population, c'est-à-dire pour chacun des âges, combien j'ai d'individus parmi mes 2 sous-origines, que sont les autochtones ou les migrants. Okay. Donc j'utilise simplement ici mes données issues des recensements de la population, qui me donnent finalement la structure par âge de ma population. Pareil, hein, pour 79, pour 2010, il n'y a pas besoin de s'attarder. Vous voyez bien que la structure par âge, elle est très différente. Chez les migrants, en proportion très peu de jeunes ici, de moins de 20 ans, une surreprésentation des migrants ici dans les catégories d'âge actifs. Okay. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez compris. On se sert des 2 séries de données, les données microéconomiques qu'on va coupler avec les données macroéconomiques, en s'assurant évidemment que globalement, lorsqu'on fait la somme de tout ça, on retrouve bien les éléments de la comptabilité nationale. Donc en gros, c'est simplement du calcul matriciel ici, qui nous permettent d'inférer le résultat de l'impact de l'immigration et de décomposer quelle partie du solde budgétaire va être expliquée par l'immigration. Alors, est-ce que oui ou non on retrouve les résultats de la littérature économique? C'est plutôt rassurant, oui. Alors comment pareil, hein, quand on a un tableau avec plein de chiffres, c'est toujours intéressant de comprendre comment on va le lire. 2011, j'ai un solde primaire de 51 milliards de déficit, okay, qui représente pas loin de 3% du PIB. Je décompose ce solde entre ce que je peux potentiellement attribuer à la population des immigrés versus ce que je peux potentiellement attribuer à la population des autochtones. D'accord ? Donc vous voyez bien, immigrés, lorsque je prends en proportion du PIB, vous avez l'évolution de la contribution nette aux finances publiques de la population immigrée qui varie toujours dans les ordres de grandeur que je vous avais donnés. C'est même un petit peu plus faible. Hein. Vous voyez bien qu'à l'exception de l'année 2011, où on est à moins 0,5% du PIB, on est sur des valeurs, certes, pour la plupart des fois négatives. C'est une goutte d'eau. Hein. D'accord ? Donc, maintenant... peut-être, je pense qu'on est arrivé au terme. Hein, voilà. Peut-être en conclusion, simplement, il n'y a rien de magique dans le résultat qui est trouvé. C'est parfaitement logique. Vous voyez bien que individuellement, je me retrouve avec des migrants qui ont une contribution nette qui est inférieure à celle des natifs, en moyenne. Ça, c'est au niveau individuel.
Et vous voyez bien que cet effet, il est entièrement ici, ou quasiment entièrement contrebalancé par le fait que mes migrants tendent à être surreprésentés dans les catégories d'âge qui sont des contributeurs nets aux finances publiques, c'est-à-dire ici. D'accord ? Donc le résultat, il est parfaitement logique. Alors, j'espère qu'on vous rendra disponible les diapositives. J'ai été un peu plus long que ce que je ne pensais. On a ensuite plein de graphiques qui permettent de décomposer l'effet, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui vient de l'effet d'âge. C'est le résultat que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qui peut provenir de l'effet qualification, niveau d'éducation des migrants? Évidemment, l'évolution au cours du temps. Et dernière chose, évidemment, cette étude, vous comprenez bien qu'elle a évidemment de nombreuses limites. Alors, elle a de nombreuses limites parce qu'on travaille en coupe instantanée. Ça veut dire qu'on est amené à faire évidemment des hypothèses qui peuvent être extrêmement critiquables. Je ne l'ai pas dit, mais ma population de référence, c'est la population immigrée au sens de la définition de l'INSEE ou du Haut Conseil à l'intégration, c'est-à-dire une personne née à l'étranger de nationalité étrangère. Tout de suite se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui, au sens statistique du terme, ont suivi sont nés en France, par exemple, mais ne sont pas immigrés. Donc, vous voyez bien que c'est une question qui est importante et qui va avoir un impact important sur les résultats qu'on va obtenir. J'ai envie de dire que la meilleure manière de ne pas traiter cette question est probablement d'adopter une approche dynamique. Une approche dynamique, c'est-à-dire à un instant donné du temps, on va évaluer tout ce qu'une personne va payer sur son cycle de vie, ce que ses enfants vont payer sur leur propre cycle de vie, etc. etc. Bon, moyennant évidemment un certain nombre d'hypothèses fortes. Okay ? Je pense qu'on est bon. Je vous remercie.